Bonjour, bienvenue. Je vais simplement parler de quelques étapes, disons, cruciales autour de la question du vide, qui est une question qui oblige, si on veut la prendre en entier, à raconter toute l'histoire et de la philosophie et de la physique. Parce que comme les grands mots de la physique, qui sont l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le vide, c'est un mot qui n'a pas changé. C'est un mot qui a plusieurs millénaires d'âge. Mais évidemment, ce qu'on met derrière n'a pas cessé d'évoluer au gré des théories philosophiques, disons des doctrines, mais aussi au gré des théories scientifiques. Vous avez certainement entendu parler du vide quantique, par exemple. On l'appelle vide, mais il est plein de trucs. Donc il n'est pas vide. Donc ça pose la question de savoir ce qu'on met derrière ce mot. Et si on doit faire commencer l'histoire à un moment particulier, c'est donc Parménide, philosophe grec, dont on dit qu'il a clivé l'histoire de la philosophie, puisqu'il a dit, dans des fragments qui nous sont restés, « L'être est, le non-être n'est pas. L'être est, le non-être n'est pas. » Et donc, c'est une sorte de primat de la philosophie qui consiste d'abord à dire ce qui est, avant de disserter de métaphysique. On doit reconnaître qu'il y a des choses, et c'est ça que Parménide définit comme étant l'être. Alors, si vous voulez des détails, je peux être un peu plus précis, parce que l'être, il faut le définir. Et il le définit comme ceci, est ce qui est d'un seul tenant, parfaitement identique à soi-même. Est ce qui est achevé de toutes parts, ce à quoi il ne manque rien. Est ce qui est parfaitement un. Et donc, l'être parménidien, comme on l'appelle, est un être qui n'a pas d'origine, puisque pour qu'il ait une origine, il aurait fallu qu'il soit précédé par du non-être, qui n'existe pas, nous dit Parménide. Donc c'est un être permanent, qui ne subit pas de changement, qui ne subit pas de déplacement, parce que par exemple un changement, ce serait qu'une chose deviendrait identique à son opposé, par exemple. Deviendrait ou se mélangerait à du non-être, qui n'existe pas, donc c'est impossible. Donc pour Parménide, le changement, le mouvement sont des illusions. Et vous savez qu'il sera pris dans une sorte de contre-pied par Héraclite qui dira non, c'est tout l'inverse. La seule chose qui est, c'est le devenir. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'être, il n'y a que des transformations. Et donc cette façon de penser le monde a été marquante puisque les philosophes d'après ont dû se mettre soit du côté de Parménide, soit dans le camp adverse. Alors, il faut aussi parler de Démocrite, puisque dans les manuels de physique, j'ai vu ça dans les manuels de physique d'un de mes fils quand il était en terminale. On présente Démocrite comme le père de l'atomisme. Et on cite cette phrase, Démocrite aurait dit « Seul n'existe que les atomes et le vide ». C'est une phrase qu'on cite beaucoup au CEA. Hein. D'ailleurs, s'il y avait des portraits de Démocrite, on les mettrait dans nos plaquettes, j'imagine. Hein. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, une sorte de rétroprojection de ce que nous savons du vide dans le discours des anciens. Parce que si vous lisez les fragments de Démocrite, il y en a très peu. Hein. Démocrite, paraît-il, a écrit plus de livres qu'Aristote. 80. Mais il nous reste que quelques fragments, 135 je crois. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a entre les lignes, c'est le cas de le dire. Et en fait, Démocrite ne parle jamais de vide, et il parle à peine d'atomes. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, première chose, je suis d'accord avec Parménide pour dire que l'être est plein. Ce qui définit l'être n'a pas de trou. Par contre, contrairement à Parménide, je postule qu'à côté de l'être, il y a du non-être. Voilà. En gros, il y a du plein et il y a du vide, si on devait le dire en termes modernes. Et donc, il va élaborer cette thèse qui fait de lui non pas un atomiste, le mot atomiste n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle, c'est plutôt un vidiste. Démocrite, c'est quelqu'un qui, pour la première fois, pense le non-être, qu'on va traduire par la suite comme étant le vide. Vous voyez qu'il y a quand même une différence. C'est que le non-être ou le néant, on l'appelle comme on veut, est a priori l'équivalent de rien, alors que le vide, consciemment ou pas, on lui attribue une certaine spatialité, une certaine extension, une certaine dimensionnalité. Donc on peut déjà dire qu'il y a une sorte de différence qui apparaît entre le néant et le vide, c'est que le vide a une extension spatiale que le néant n'a pas.
Ensuite, il y a toutes sortes de problèmes philosophiques autour de cela, qui ont été en partie identifiés par Parménide, justement, qui identifie le non-être à l'impensable. Ça a été repris par Bergson sur l'idée que le néant est une idée destructrice d'elle-même. Faites l'expérience, hein. Essayez de penser au néant, fermez les yeux, essayez d'imaginer ce qu'est le néant, et sans le vouloir, vous allez l'identifier à quelque chose, vous allez lui accorder une certaine extension peut-être, une certaine matérialité, une certaine figure, bref, vous allez le représenter d'une certaine façon qui viendra démentir l'idée que c'est le néant. Autrement dit, dès que vous pensez le rien, vous ne pensez plus à rien. Vous pensez à quelque chose qui vient démentir le rien que vous pensez. Et donc, Bergson, il a cette phrase assez marrante, c'est que le rien ou le néant n'est un objet de pensée que si l'on n'y pense pas. Et dès qu'on y pense, on le détruit en tant que néant en le faisant être. Bon, évidemment, vous imaginez que là, il y a énormément de choses à dire qui relèvent de la physique, de la métaphysique, de la philosophie, etc. Mais comme vous êtes, je crois, plutôt physicien, on va aller assez vite arriver aux questions de physique, en remarquant que l'atomisme, qu'il soit celui de Démocrite, ou celui de Lucrèce, ou d'Épicure, qui sont des latins, postule l'existence du vide. Ça, c'est un terme qui existe chez Épicure, par exemple, et aussi chez Lucrèce. Pas chez Démocrite, je l'ai dit, mais c'est Aristote qui va un peu bricoler le vocabulaire. J'ai pas le temps d'en parler. Mais Aristote va contester l'atome, non pas parce qu'il est contre l'atome, mais parce qu'il est contre le vide que suppose l'atome. Parce que pour Aristote, s'il y a du vide, alors les mouvements sont impossibles. Enfin, il y a toute une théorie du mouvement qui devient impossible à penser si le vide existe. Et donc, c'est par refus du vide qu'Aristote va refuser l'atome. Et pendant des siècles, l'atome va être discuté, mais plutôt à la marge, parce que Aristote a dit que la nature a horreur du vide. Ça sera repris par Roger Bacon au Moyen-Âge. Et ça va devenir une espèce de vérité indiscutable, selon laquelle la nature aura des passions, des sentiments, des affects, qui se manifesterait notamment par le fait que la nature a horreur du vide. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette horreur du vide, qui est un sentiment, va être pensée, notamment au Moyen-Âge, comme une véritable force capable d'agir sur les choses. Par exemple, lorsque on observe qu'une bouteille d'eau, dans une bouteille de verre, qu'on laisse dehors par temps de grand froid, l'eau va geler et la bouteille casse. Comment est-ce qu'on comprend ça au Moyen-Âge? En disant tout simplement que l'eau étant comme tous les corps, c'est-à-dire ayant une densité du solide plus grande que la densité du liquide, tous les corps qu'on connaît ont une densité pour le solide plus grande que pour le liquide. Il y a une seule exception, c'est l'eau. Mais au Moyen-Âge, on n'était pas au courant. Donc les gens se disaient, mais finalement, c'est normal. Quand l'eau gèle, devient glace, elle occupe, pour une masse donnée, un volume plus petit. Donc ça crée dans la bouteille un vide. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de se casser pour empêcher la formation du vide. Donc c'est l'horreur du vide qui agit dynamiquement sur la bouteille pour la casser. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe quand on boit un verre d'eau avec une paille? Capillation. Alors on dit encore aujourd'hui, on aspire le liquide. C'est quand même un truc étonnant, hein. Vous avez de l'eau qui est bien plus bas que votre bouche, vous aspirez, le liquide monte. Contre la gravité. Le truc monte. Alors faites je sais pas, moi j'ai fait un sondage, j'en parle souvent auprès de mes voisins, ils disent tous la même chose. En fait, le liquide qui monte s'accroche à l'air qu'on aspire. Alors il y a des crochets, je sais pas. L'eau s'accroche. Donc j'aspire l'air, ça monte. Quelle est l'explication? Toujours la même. La nature hors du vide. En aspirant, je crée dans la paille
un vide pas très bon, mais en tout cas je diminue la pression. Et la nature, qui a horreur que ce vide apparaisse, demande au jus d'orange ou à l'eau que vous êtes en train de boire de monter dans la paille pour empêcher la formation du vide. Autrement dit, l'interprétation commune de ce phénomène, c'est que l'horreur du vide est un antidépresseur. D'accord ? Dès qu'il y a une dépression quelque part, la nature demande à la matière qui se trouve alentour de bien vouloir coloniser l'espace qui est en train de se vider. Et vous riez, mais tout le monde pense ça. D'accord ? C'est évidemment complètement faux, comme vous savez. Et comment est-ce qu'on a découvert que c'était complètement faux ? Par une sorte de hasard, qui vient de ce qu'à Florence, au début du XVIIe siècle, vers 1640, les fontainiers de Florence voulaient faire les fontaines les plus spectaculaires, puisque c'était la ville qui incarnait la Renaissance, et on voulait qu'elle soit la plus belle du point de vue des édifices aquatiques qu'on pouvait imaginer. Et les fontainiers utilisaient des pompes pneumatiques qu'on utilisait par ailleurs pour vider les fossés dans les champs qui étaient inondés. Et donc il y a une aspiration, il y a un tube, disons, qui fait monter le liquide, et il pompait l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui est l'Arno. Et il y a des endroits où il devait pomper sur une hauteur de plus de 10 mètres. Et ça ne marchait plus. Il n'arrivait plus à faire monter l'eau. Et ils pensaient que c'était un problème technique. Donc ils ont convoqué des ingénieurs, des artisans qui ont essayé de réparer l'instrument qui était défectueux, sans succès. Et en désespoir de cause, ils ont eu l'idée d'écrire à Galilée. Bon, Galilée était très vieux, il était presque aveugle à l'époque, il meurt un an plus tard. Il comprend ce qui se passe, et je pourrais vous lire des extraits si ça vous intéresse. Il a l'idée que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout un problème technique que des ingénieurs pourraient réparer, c'est un problème de physique. Ce qui est en train de se montrer là, dit Galilée, c'est le fait que la nature n'a pas horreur du vide. Parce que si elle avait horreur du vide, on ne voit pas pourquoi cette horreur cesserait au-delà de 10 mètres. On ne voit pas pourquoi l'horreur du vide serait contextuelle, serait liée à des conditions particulières. Si la nature a horreur du vide, elle a absolument horreur du vide. D'où l'idée que si on ne peut pas pomper au-delà de 10 mètres, c'est parce qu'il y a une pression, un poids de l'air, comme il disait, on appelle ça la pression atmosphérique aujourd'hui, un poids de l'air qui vient s'imposer sur la surface du liquide. Quand vous pompez ou quand vous aspirez dans une paille, c'est la même chose, vous diminuez la pression dans la paille, du coup le poids de l'air sur le liquide qui est dans le tube ou bien dans la paille devient plus petit. Et du coup c'est la pression de l'air sur le liquide qui fait monter le liquide dans la paille ou dans le tube de la pompe. C'est la dépression qui crée une action du haut vers le bas, qui fait monter le liquide du bas vers le haut. Il faut une sorte de renversement complet de l'explication. Galilée n'a pas le temps de vérifier cela par des expériences, mais il en parle à son assistant, qui s'appelle Torricelli, type surgénial, qui meurt à 39 ans, comme tous les grands génies. En tout cas, tous les génies qui ont travaillé sur le vide, Blaise Pascal, Torricelli, tous ces gars-là meurent à 39 ans. Et Torricelli, il a l'idée de vérifier l'hypothèse de Galilée en utilisant non pas de l'eau, parce qu'il faut des colonnes de 10 mètres, mais un liquide beaucoup plus dense que l'eau, qui est le mercure. Le mercure est 13,6 fois plus dense que le mercure. Et donc, il a l'idée de prendre un tube d'1 mètre, rempli de mercure, de le plonger dans un bain de mercure, de défaire le bouchon quand le tube est immergé. Et d'après ses calculs, si Galilée a raison, la hauteur de la colonne dans le tube, ça doit être 10 mètres divisé par 13,6, la densité du mercure, c'est-à-dire 76 cm. Okay, il fait l'expérience, il mesure 67 cm. 76 cm, c'est-à-dire ce qui avait été prévu. Et il invente du même coup le baromètre. Il invente le baromètre, c'est-à-dire, et la question qu'il pose est, qu'est-ce qu'il y a entre, le tube fait 1 mètre, j'ai dit, et une fois qu'il l'a renversé, la hauteur de la colonne de mercure, c'est 76 cm. Question que pose Torricelli, qu'est-ce qu'il y a dans le tube, au-dessus des 76 cm dans les
24 cm qui ont été libérés. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il a envie de dire, il y a du vide. Mais d'abord, il ne publie pas, parce que l'Inquisition n'aime pas ceux qui croient à l'existence du vide, tout simplement parce qu'on ne voit pas pourquoi Dieu aurait créé dans l'univers des choses inutiles. Donc il ne publie pas, mais ce qu'il pense, c'est que c'est du vide, mais il emploie d'autres termes comme vapeur subtile, etc. Il y aura beaucoup de discussions autour de ça, notamment en France avec Descartes, Blaise Pascal et d'autres. Et bien qu'il ne publie pas, cette expérience, l'invention du baromètre et la preuve presque directe de l'existence du vide, va circuler sous forme de rumeurs dans toute l'Europe, va arriver jusqu'à Paris, et ça va être entendu par Blaise Pascal. Il y a un texte de Blaise Pascal où il dit « J'ai entendu parler d'un certain Torricelli », etc. Et Blaise Pascal, lui aussi, s'était intéressé au vide. Il avait écrit des textes disant son étonnement à l'idée que la nature puisse éprouver des émotions ou avoir des affects. Il entend parler de ses expériences et, reprenant d'ailleurs une suggestion de Torricelli, il se dit que si on est en altitude, la pression de l'air, je rappelle qu'à l'époque, personne ne savait de quoi était faite l'atmosphère, ni jusqu'à quelle hauteur elle se déployait. Est-ce qu'elle va jusqu'aux étoiles ou pas? Personne n'en savait rien. Jusqu'où va l'atmosphère? Personne n'était au courant. Donc il se dit, si on va en altitude, la pression doit être plus basse, et donc la hauteur de la colonne de mercure doit être différente de ce qu'elle est au niveau de la mer. Blaise Pascal avait écrit plusieurs lettres à un jésuite, à l'époque, qui avait écrit un livre qui s'appelle La plénitude du vide. C'est un jésuite qui expliquait que la nature ne peut pas tolérer le vide, etc. Enfin, les arguments que j'ai vaguement cités. Et Blaise Pascal lui avait répondu une lettre, la lettre au Père Noël, comme elle s'appelle. C'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est ce révérend père président ou directeur de la compagnie de Jésus. Et Blaise Pascal termine sa lettre en disant le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Donc le vide, c'est un lieu intermédiaire entre le néant, qui est l'absence de toute chose, qui n'a pas de dimension spatiale, la matière, qui a une certaine matérialité. Ce qu'il appelle le vide, c'est entre les deux. C'est une dimensionnalité, mais ça n'a pas de matérialité. Et puis il est agacé par les arguments de ce Père Noël, et conclut en disant, de toute façon, il faudra faire des expériences. C'est l'expérience qui dira qui a raison. En cela, il invente presque la démarche de Karl Popper. Hein. Une théorie, elle doit faire des prédictions qui doivent être confirmées par l'expérience. Et s'il existe une expérience qui infirme les prédictions d'une théorie, c'est que la théorie est fausse. Et Blaise Pascal écrit une lettre à son beau-frère, qui habite à Clermont-Ferrand, en lui disant, moi j'habite Paris, autour de Paris il n'y a pas de montagne, toi tu as le Puy-de-Dôme, donc tu vas prendre un baromètre au mercure, ou plutôt tu vas en prendre deux, tu vas en laisser un en bas, au niveau de la ville, tu vas escalader le Puy-de-Dôme avec un autre baromètre, tu vas mesurer la hauteur de la colonne au sommet, tu vas même regarder comment cette hauteur évolue au cours de l'ascension, puis tu te redescendras et tu vérifieras qu'en bas, les deux baromètres au même niveau. Je crois que c'est une lettre qui date du mois de juin, et le 1642, et le beau-frère va faire l'expérience en septembre. Il va écrire à Blaise Pascal une lettre que vous trouverez dans les œuvres complètes de Blaise Pascal, dans laquelle il relate toute son expédition. Et Blaise Pascal conclut que le vide existe, et cette expérience prouve qu'il existe. Ensuite, il a fait l'expérience à la tour Saint-Jacques, pour vérifier que sur une hauteur de 54 mètres, l'effet est visible. La tour Saint-Jacques a été retapée, si on peut dire, et vous pouvez la visiter en prenant rendez-vous sur Internet. Malheureusement, quand le guide qui fait monter les 54 mètres explique en haut que c'est pas là qu'il a fait l'expérience. Il y avait une autre tour Saint-Jacques, paraît-il, à un autre endroit, enfin bref. En tout cas, il a fait une expérience à Paris qui a montré que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Bon. Ça, c'était vraiment un tournant dans l'histoire des idées. Hein. Démontrer l'existence du vide, ça a coupé l'histoire en deux. Hein. Bon.
Il y a eu évidemment des résistances sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais ça suppose ensuite qu'on essaie de définir le vide. Alors comment est-ce qu'on va définir le vide? On va dire le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais si vous dites cela, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que si vous avez absolument tout enlevé, il ne reste plus rien. Or, on vient de dire que le vide, ce n'était pas la même chose que le néant. Donc dans votre définition, il faut apporter une petite correction qui est le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Donc c'est une définition qui boucle sur elle-même, qui n'est donc pas une vraie définition, et qui fait voir que ce que vous allez appeler le vide va dépendre de la théorie physique, si on parle de physique, que vous prenez comme référence. D'où l'idée qu'il y aura en physique autant de vides différents qu'il y a de théories physiques différentes. Parce qu'une théorie physique, c'est un formalisme, vous savez, c'est des équations, c'est une façon de les comprendre, de les interpréter, de les connecter aux expériences, mais c'est surtout une façon de définir un mobilier ontologique, comme on dit. Il y a une théorie physique, ça dit ce qui existe dans le monde. Ça ne dit pas tout ce qui existe, peut-être. Mais ça dit des choses qui sont dans le monde. Par exemple, la théorie de Newton vous dit, si vous regardez ces équations, que dans l'univers, il y a l'espace, le temps, qui sont de nature différente. Et puis, dans cet espace et ce temps, il y a des objets physiques qui sont dotés de masse, d'une certaine matérialité, bref. Donc, le mobilier ontologique de la théorie de Newton, c'est espace, temps, objet physique. Qu'est-ce que c'est que le vide chez Newton? C'est ce qui reste quand on a enlevé les objets physiques. On enlève tous les objets. Donc, il va vous rester l'espace et le temps vide, qui correspond d'ailleurs à la définition la plus classique du vide. C'est l'espace avec rien à l'intérieur, aucun objet à l'intérieur. Et quand vous lisez le mot traduit par vide dans les textes de Démocrite, vous rétroprojetez ce vide-là dans ce qu'il dit. Et quand Démocrite écrit le mot vide, le non-être traduit par vide, vous imaginez qu'il pense à notre espace newtonien. Or, pas du tout. L'espace newtonien n'a été pensé que par Newton, pas avant. Et personne n'en avait l'idée avant, où les gens confondaient l'espace avec les lieux. C'est-à-dire que l'espace se définit par ce qu'il contient, et non pas par une structure géométrique qui serait antérieure aux objets. Donc il faut se méfier de ces problèmes de mauvaise traduction ou de projection de termes modernes dans des pensées plus anciennes. Mais bon, le vide newtonien, c'est un vide idéalisé, parce que même si vous avez une très bonne pompe, vous savez, il reste quelques atomes, etc. Le vide qu'on fait au LHC, l'accélérateur du CERN, dans le tube dans lequel sont accélérés les protons, c'est un vide qui est le plus bas qu'on puisse réaliser sur Terre. Il est plus bas que le vide lunaire. Donc il y a quand même des choses dedans. Il y a des atomes, des molécules qui restent. Donc le vide absolu, c'est quand même quelque chose d'idéalisé. Et pourquoi est-ce que Blaise Pascal dit qu'on s'est trompé à propos de la nature en pensant qu'elle avait horreur du vide? C'est qu'en fait, la pression de l'atmosphère est tellement forte. Je vous rappelle que c'est 10 tonnes par mètre carré. D'où les 10 mètres de tout à l'heure. 10 tonnes par mètre carré. Chaque mètre carré au sol reçoit une pression due au poids de l'air qui est l'équivalent de 10 tonnes. Évidemment, on ne la sent pas parce que notre pression interne est la même, mais c'est énorme. Ça veut dire que dès que dans l'atmosphère, il y a une petite fuite dans un endroit où on a tenté de faire le vide, le vide, l'air avec la pression qu'il a s'empresse de le coloniser, de sorte qu'il est presque impossible, en tout cas c'est très difficile de faire le vide. Et cette difficulté a été pensée comme une force que la nature exercerait sur l'espace d'une certaine façon. C'est ça qui est complètement renversé. Et ensuite, le vide va dépendre de votre théorie physique. Par exemple, si vous vous intéressez à l'électromagnétisme au XIXe siècle, à partir des équations de Maxwell, on comprend que la lumière est un phénomène ondulatoire.
Donc la lumière, c'est des ondes électromagnétiques qui se propagent. Qui dit phénomène ondulatoire dit support matériel qui permet la propagation du phénomène. L'analogue étant le son. Pour qu'un son se propage, il faut de l'air ou un milieu capable de porter les vibrations qu'on appelle le son. Et si on fait le vide, le son ne se propage plus. Donc à partir du moment où on dit la lumière est un phénomène ondulatoire, c'est des ondes électromagnétiques, alors il faut penser à un milieu partout présent dans l'espace qui porte la lumière. Et ce milieu, on va l'appeler l'éther luminifère, l'éther qui porte la lumière, de sorte que l'espace n'est plus vide. Il est rempli par cette substance, l'éther, qui fait que le vide newtonien se trouve colonisé par une substance partout présente qui permet le transport de la lumière. Quelles sont les propriétés de cet éther? On regarde, à partir des équations de Maxwell, à partir de 1870. On se demande si l'éther est pesant, s'il est élastique, s'il est solide, etc. Et puis, au fur et à mesure que les études progressent, on se rend compte que l'éther, en fait, n'a aucune propriété. En fait, il est comme l'espace, mais il a quand même une propriété très particulière, c'est qu'il est absolument immobile. Donc, si l'éther existe, et en fait personne ne disait si l'éther existe, parce que tout le monde était persuadé qu'il existe, donc on disait l'éther est absolument immobile. Ce qui entrait en contradiction avec la mécanique. Puisque la mécanique de Newton, qui est la seule qu'on connaisse à l'époque, est une mécanique dont les trois principes, l'un des trois principes fondateurs, s'appelle le principe de relativité, énoncé par Galilée, qui dit le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement, à condition que votre mouvement soit rectiligne et uniforme. Mais ce principe de relativité, vous voyez bien qu'il vous dit qu'il y a une démocratie entre les référentiels. C'est-à-dire tous les référentiels ont le même statut. Il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile, puisque même s'il est immobile pour vous, votre référentiel, d'autres mobiles par rapport à lui ont le même statut que lui. Donc le fait de dire qu'un référentiel est immobile est un jugement complètement arbitraire, et ça vous interdit de pouvoir dire qu'il y en a un qui soit absolument immobile. Et ça crée une crise qui montrait qu'il y avait une contradiction entre l'électromagnétisme tel que pensé à l'époque et la mécanique. Bon. Et la plupart des physiciens, je pense à Poincaré, Lorentz et tous les autres, faisaient beaucoup plus confiance à la mécanique de Newton qu'à l'électromagnétisme. Parce qu'elle avait fait beaucoup plus ses preuves, on avait prédit grâce à elle des nouvelles planètes, etc. Bon. Et donc les gens essayaient de faire entrer l'électromagnétisme dans la mécanique. On voyait bien que les équations de l'électromagnétisme, transformation de Lorentz, pour ceux qui connaissent, impliquent des trucs bizarres comme la contraction des longueurs. Interprétation, c'est l'éther qui exerce une pression sur les corps qui réduit leur longueur. Et donc on interprétait l'électromagnétisme en pensant que les lois de la mécanique étaient plus fondamentales que les lois électromagnétisme. D'accord? Et puis est arrivé un jeune gars qui a dit, en 1905, l'éther nous pose des problèmes, il n'y a qu'à dire qu'il n'existe pas, et les problèmes qu'il nous pose vont disparaître. Il s'appelle Einstein, et Einstein a donc revidé le vide, en disant que le vide de Newton n'est pas rempli par cette chose qu'on appelle l'éther. La lumière n'a pas besoin d'un support pour se propager, elle se propage dans le vide, et donc elle devient une entité physique à part entière. C'est vraiment une révolution, ça. La lumière au XIXe siècle, c'est pas un phénomène physique. C'est la vibration d'un support. L'éther. Einstein supprime le support et fait que la lumière est autonome par rapport à toute matière qui pourrait la porter. Au passage, il invente la théorie des champs. D'accord ? Donc vous voyez, l'éther, c'est une sorte de bifurcation qui a duré plusieurs décennies, qui nous a fait perdre beaucoup de temps, en fait. Si on devait refaire l'histoire de la physique pour être plus efficace, il faudrait s'épargner cette histoire de l'éther. Bon. Ensuite, il
il y a la relativité d'Einstein. Vous savez qu'il y en a deux. Il y a la restreinte, qui s'appelle restreinte parce qu'elle ne contient pas la gravitation, mais en fait, c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Elle s'applique à toutes les interactions, électromagnétiques, nucléaires. C'est la bonne théorie de l'espace-temps. On l'appelle restreinte parce qu'elle ne contient pas la gravitation. Mais si on devait la renommer, on dirait que c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Quel est le vide dans cette théorie? Ce qu'on appelle le mobilier ontologique de la relativité restreinte, c'est ce qu'on appelle des événements. Ce n'est pas des choses, c'est des événements. Par exemple, un électron émet un photon, c'est un événement. Et l'espace-temps est le réceptacle des événements. Et ce qu'on appelle une chose en physique classique, en relativité, c'est un hypervolume. Par exemple, cette table, pour moi, c'est une chose à 3 dimensions dans l'espace, mais vu par la relativité, c'est un hypervolume à 4 dimensions, puisque je dois voir cette table comme ayant été dans son passé présente à tous les instants du temps. Et donc, ça devient un hypervolume. Et les choses doivent être pensées en ces termes-là. Mais l'entité primitive, c'est l'événement. Qu'est-ce que c'est que le vide? C'est ce qui reste quand on a enlevé tous les événements. C'est donc l'espace-temps sans événements. C'est l'espace-temps vide. Okay. Maintenant, si vous prenez l'autre relativité, qui est la théorie de la relativité générale, qu'Einstein a publié en 1915, c'est une théorie de la gravitation, qui change complètement son statut, puisque la gravitation devient non plus une force qui s'exerce dans l'espace, comme on l'apprend au lycée, mais une déformation de l'espace-temps. Donc la gravitation n'est plus une force qui s'applique sur les objets qui la subissent. Les objets qui subissent la gravitation ne subissent pas de force, ils suivent des trajectoires dans un espace-temps qui est déformé par la gravitation. Quel est le vide? Là, ça devient très compliqué parce qu'il y a différentes théories avec des constantes cosmologiques nulles ou pas nulles. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Mais en gros, c'est une théorie qui vous dit que le contenu matériel de l'univers, la matière, l'énergie, est adhésif à l'espace-temps. Donc, si vous retirez les objets matériels, les masses, l'énergie, les équations vous disent que vous allez emporter l'espace-temps avec. De sorte que le vide de la relativité générale, si c'est bien le cas, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Et d'autres considèrent que non, il va rester l'espace-temps, ça dépend si on met une constante cosmologique. Lisez tous les débats qu'il y avait entre Penrose et Hawking sur cette question. Donc le vide de la relativité générale, c'est quelque chose de, disons, de problématique. Okay. Ensuite, évidemment, il y a la physique quantique, qui apparaît dans les années 20 pour décrire des comportements qui sont assez bizarres, ceux de la lumière, ceux des particules, disons des atomes, et on invente une nouvelle mécanique qui va devenir une nouvelle physique, la physique quantique, qui s'appuie sur des concepts assez étranges et qui a des implications qui sont elles-mêmes très étranges. En gros, l'idée, c'est qu'on va définir ou représenter l'état physique des systèmes, les particules, par des entités mathématiques qui sont capables de s'ajouter entre elles. C'est-à-dire, on va faire comme si tous les objets physiques étaient des ondes. Donc les ondes, elles sont capables de s'ajouter entre elles, comme vous savez. 2 ondes électromagnétiques peuvent s'ajouter et faire une 3e onde électromagnétique. 2 ondes acoustiques peuvent s'ajouter. Donc les ondes, elles ont cette propriété incroyable de pouvoir s'ajouter entre elles si elles sont du même type. Mais l'idée de base de la physique quantique, c'est de dire cette règle d'addition, on appelle ça le principe de superposition, on va l'appliquer à tous les objets physiques. Alors on va prendre par exemple des électrons. Les électrons, c'est des particules qui ont des propriétés communes absolument identiques. Par exemple, ils ont la même masse, la même charge électrique, le même spin. Et ce qu'on appelle l'état d'un électron, c'est l'ensemble des propriétés qu'un électron peut avoir qui sont différentes de celles des autres électrons. Par exemple, sa position, par exemple son énergie, par exemple sa vitesse, par exemple l'orientation de son spin, etc. Et donc on va dire, on décrit l'état de l'électron, ces propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre, par des entités mathématiques, A, B, C, D, etc., qui sont capables de s'ajouter entre elles. Donc on va dire, si A est un état possible de l'électron, donc il sera ici, à cette position,
Si B est un autre état possible de l'électron, par exemple il sera là, alors A plus B est aussi un état possible de l'électron. On peut ajouter les états. Et tous les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique viennent de ce que personne ne sait dire, ce que veut dire A plus B. Puisque si je fais une mesure de la position de l'électron, soit je le trouve dans A, soit je le trouve dans B, alors que la mécanique quantique avant la mesure me dit qu'il est dans A plus B. Après la mesure, il est soit A, soit B, avant il est A plus B. Ça veut dire que la mesure a changé l'état. Alors qu'on a l'idée que la mesure est une sténographie qui enregistre des propriétés qui existent indépendamment de la connaissance qu'on en a. Quand vous êtes flashé avec un radar en excès de vitesse, vous n'allez pas écrire une lettre à la gendarmerie en disant en fait j'avais pas de vitesse avant la mesure, c'est le fait d'avoir été flashé qui a créé une vitesse qui se trouve excéder la limite, mais c'est pas de ma faute quoi. Moi je l'ai fait, ça marche pas. Oui, il y a quand même des problèmes d'interprétation colossaux, mais le point important, c'est que ça révolutionne l'idée qu'on a du vide. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide. Là, vous allez enlever les objets physiques, les électrons, les quarks, les atomes, le rayonnement, les photons, etc. Et bien, les équations de la mécanique quantique vous disent que si vous faites cela, il va vous rester l'espace-temps, mais aussi les champs quantiques, les vecteurs d'état, si vous préférez, associés aux particules dans l'état de plus basse énergie. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez avoir, non pas les particules, mais leur potentialité d'existence. Les champs quantiques qui leur sont associés, dans l'état de plus basse énergie. Donc le vide se trouve défini comme étant l'état de plus basse énergie présent dans l'univers. Mais c'est l'espace-temps rempli par les champs. D'accord ? Et du coup, ça veut dire que le vide est plein de ce qu'on appelle des particules virtuelles. Alors, particules virtuelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont fictives, etc. Ça veut dire qu'elles ont une énergie plus basse que leur énergie de masse. Leur énergie de masse, c'est mc2, mc carré. Leur énergie dans le vide quantique, c'est une énergie plus basse que mc carré. Et donc, ce sont des particules qui n'ont pas assez d'énergie pour exister pleinement. C'est pour ça qu'on les appelle virtuelles. Elles sont un peu fatiguées, elles sont endormies dans le vide quantique. Et on arrive à les réveiller en déposant dans ce vide quantique de l'énergie qu'elles absorbent, deviennent réelles, prennent un peu d'énergie cinétique et sortent du vide. C'est ce qu'on fait avec le LHC. On fait des collisions de haute énergie qui vont donner de l'énergie aux particules du vide quantique, qui vont devenir réelles, sortir du vide et se montrer dans les détecteurs qu'on a installés autour des lieux de collision. D'accord ? C'est comme ça qu'on a vu le boson de Higgs. Et ce vide quantique, il peut se manifester par des effets mesurables, comme par exemple l'effet Casimir, pour ceux d'entre vous qui connaissent le phénomène. C'est-à-dire qu'on peut montrer certains effets qui sont produits par l'existence de ces particules virtuelles dans le vide quantique. Bon. Alors ensuite, il y a des tas de questions qui viennent du fait que, comme vous le savez sans doute, la physique d'aujourd'hui, elle s'appuie sur deux piliers qui ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Il y a d'une part la physique quantique qui décrit l'interaction électromagnétique, les deux interactions nucléaires, faibles et fortes, avec les principes qui sont les siens, dans le cadre de ce qu'on appelle les théories de jauge. Et puis la gravitation qui est décrite toute seule dans son coin par une théorie qui n'a rien à voir avec que j'ai citée, qui est la relativité générale. Le vide de la physique quantique n'a rien à voir avec le vide de la relativité générale. Et donc c'est comme si on avait deux vides. C'est comme si dans l'univers, il y avait deux vides. Ça, intellectuellement, c'est pas très satisfaisant. D'où les tentatives nombreuses, pour l'instant infructueuses, d'unifier la physique quantique et la relativité générale dans une théorie qui permettrait de décrire en même temps les quatre interactions. Mais ensuite, il y a des questions, peut-être que Roland en parlera. On a découvert il n'y a pas très longtemps que l'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet d'un truc qu'on appelle l'énergie noire. Est-ce qu'on a le droit d'associer les deux théories pour essayer de résoudre ce problème en bricolant des concepts qui sont à la fois en physique quantique et en relativité générale? Est-ce que le vide quantique gravite?
est-ce que l'énergie du vide pourrait être l'énergie noire? Quand on dit ça, on transpose des concepts qui sont formés dans un cadre théorique donné, dans un autre cadre où ils n'ont pas de sens. Donc il y a beaucoup d'abus de langage. Et ça pose des tas de questions d'interprétation sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bref, c'est un peu la foire, quoi. C'est-à-dire, le vide, c'est vraiment pas clair, quoi. Non. Mais je pense que c'est... Vous avez affaire à des élèves de terminale, première, classe prépa, d'après ce que j'ai compris. C'est quand même bien de leur montrer que ce n'est pas une notion qui va de soi. Et quand on essaie de le définir, de le nommer, de le désigner, on tombe assez vite sur des contradictions. Soit on le considère comme un être géométrique, soit comme un truc peuplé de fantômes, un théâtre d'ombre, soit comme une sorte d'éther vague, truffé d'énergie. C'est un statut très ambivalent. Et donc, quand on parle du vide, il faut toujours rappeler le cadre théorique à partir duquel on le pense. Et montrer qu'il a trouvé sa source dans une question philosophique assez bête. Est-ce qu'il y a du non-être? Et vous voyez que ça vient toucher aussi la question de l'origine de l'univers. Parce que penser l'origine de l'univers, c'est imaginer une transition entre l'absence de toute chose et l'existence d'une première chose. Donc dire que l'univers a une origine, c'est penser que l'univers a été précédé par du néant. De sorte qu'à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un, ça peut être un physicien d'ailleurs, hein, qui vous dit l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, eh bien il prononce une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Parce que soit cette chose qui met en amont toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Soit cette chose est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et ce n'est pas l'origine. D'accord? Donc à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous contredisez l'idée que l'univers a une origine. Donc on peut comme ça rendre les gens fous, et on sait que la folie c'est quand même le meilleur vecteur pour la réflexion. Donc n'hésitez pas à abuser de ce stratagème. Est-ce que vous voulez qu'on discute un peu? J'ai pas de montre, moi. Voilà, donc je répondrai à toutes vos questions si je peux. Tout à l'heure, vous avez parlé de Galilée. Et lorsqu'il a démonté les théories aristotéliciennes sur la chute des corps, il a bien dû à un moment extrapoler pour dire que le milieu matériel devient de moins en moins dense. Et il s'est approché et dit, il a dû en donner une définition qui était sûrement avant le fait qu'il devienne la française. Est-ce que Ah ouais. Alors en fait, Galilée, alors à l'époque où il découvre la loi de la chute des corps, il y a deux étapes. Il y a 1604, puis il y a un peu plus tard dans son dialogue sur les deux systèmes du monde. En fait, il fait des expériences. D'abord, il fait, c'est pas dans la bouche de, c'est Salviati, hein, le personnage du discours sur les deux systèmes du monde, qui est son porte-parole. Et Salviati commence par dire, quand Aristote nous dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, c'est sans doute qu'il n'a pas fait d'expérience, ni même d'observation, parce qu'on n'a jamais vu une pierre tomber 10 fois plus vite qu'une autre pierre. Donc il n'a sûrement pas fait d'observation. Donc dire ça tombe d'autant plus vite que c'est plus massif, c'est sans doute une chose qui n'a pas été dûment observée ni expérimentée. Ensuite, il fait des expériences. Il fait tomber des pierres dans de la mélasse, puis dans de l'eau, puis dans de l'air, et il voit que la vitesse à laquelle, ou la rapidité avec laquelle l'objet s'immobilise, ou est ralenti, est d'autant plus grande que la densité du milieu est plus grande. Et en effet, après, il extrapole. Non, mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais l'expérience dans le vide, à une époque où le vide était controversé? Et il dit sans doute que toutes les vitesses seraient égales, quelle que soit la masse des objets. Il le fait dire à Salviati, mais si vous lisez le texte, vous verrez que ça ne convainc pas les autres. Parce que c'est un raisonnement qui relève de l'extrapolation, et rien ne dit qu'on ait le droit d'invoquer une sorte de continuité dans la façon de raisonner dans des milieux qui sont différents. Et c'est là qu'il invente, j'en parle souvent, une expérience de pensée. Et c'est ça le génie, et c'est ça l'invention de la physique moderne.
L'invention de la physique moderne, c'est considérer que les lois qui expliquent les phénomènes physiques contredisent les phénomènes physiques. En tout cas, contredisent l'observation directe qu'on peut en faire. L'observation nous montre que tous les corps tombent à la même vitesse. Et la question que pose Galilée, mais est-ce que c'est vrai? Et il démontre que si c'est vrai, alors c'est faux. Si je suppose que c'est vrai, j'invente une expérience de pensée qui montre que ça ne peut pas être vrai. Donc c'est faux. D'accord? C'est-à-dire, si je fais l'hypothèse que c'est vrai, j'aboutis à une contradiction qui montre que c'est faux. Et l'expérience qu'il invente, c'est une demi-page dans ce livre, Dans la boue de Salviati. Je pourrais presque la citer par cœur. Hein. Prenez une grosse pierre, prenez une pierre plus petite, et vous dites, que se passerait-il si Aristote a raison, si je reliais les deux pierres par une ficelle? Et je laisse tomber l'ensemble. Je ne le fais pas, mais je réfléchis. D'accord? Donc je fais une expérience avec de la pensée. Et je raisonne. Si Galilée a raison, alors l'ensemble étant plus lourd va tomber plus vite que la grosse pierre. Mais en même temps, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute, de sorte que l'ensemble tombera moins vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Comment résoudre la contradiction? En disant que ça tombe à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que, moi je me souviens au lycée, j'ai un trauma de ma petite enfance, hein, les profs de physique qui me disaient « Mais Klein, vous manquez de bon sens physique ». Alors que justement, la physique s'est construite contre le bon sens. Lisez Bachelard. La physique s'est construite contre l'observation, contre le bon sens. Elle dit le contraire de ce qu'on observe. Je me souviens, cette phrase m'a été dite par ma professeure de seconde, charmante au demeurant, à propos du principe d'inertie, qu'on avale comme ça. Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. Il faut avaler ça. Et personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. Personne. Personne n'en a jamais vu. Tous les corps sont voilà. Même, alors vous pouvez dire très loin dans l'univers, là il n'y a pas de gravitation, il y a des objets qui ne subissent aucune force. Mais s'il y a des gravitations partout, comment vous faites? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans l'univers où un corps ne subit aucune force. Donc soit vous acceptez de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qui n'est actuel nulle part, et que vous ne pouvez voir directement en aucun endroit ni sur aucun système, soit vous démontrez que la gravitation n'est pas une force. Auquel cas, un corps qui subit la gravitation pourra avoir un mouvement inertiel, puisque ce n'est pas une force. Et c'est ça que va démontrer Einstein. C'est que les corps qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel dans un espace-temps courbé. Okay. Donc le sens physique, là, ça consiste à accepter, comme dit Bachelard, de penser contre son cerveau, et non pas avec. Il faut que le cerveau accepte des choses qui lui paraissent complètement absurdes. Parce que vous savez que la fonction du cerveau, ça n'est pas de réfléchir. Ça n'est pas non plus de penser. Le cerveau se fiche de la vérité. Le cerveau, il a été sélectionné par l'évolution pour qu'on se débrouille dans notre environnement. D'accord? Donc notre environnement, il est plein d'air, et donc il n'est pas fait pour penser le vide. D'accord? Donc s'il veut penser le vide, il faut qu'il accepte que ce qu'il croit spontanément puisse être faux. Et Alexandre Coiré, grand philosophe des sciences, contemporain de Bachelard, disait « Faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. » C'est expliquer ce qu'on voit dans le monde empirique par des lois dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, semble complètement dingue. Mais pensez à toutes les lois que vous enseignez. Hein. C'est absurde. Newton, vous avez une masse là, une autre masse là, à des années-lumière. Instantanément, il y a une force. Mais qui peut avaler ça? Même Newton n'y croyait pas. Toutes les lois physiques sont absurdes.
C'est pour ça qu'il faut les apprendre. Non, je dis ça parce que, évidemment, je radicalise un peu, parce que, évidemment, l'expérience devient l'arbitre à la fin. Mais vous voyez, comme moi, dans les médias et partout, se développer ce qu'on pourrait appeler un populisme scientifique. Il y a des gens qui utilisent le bon sens, leur bon sens, pour critiquer ce que disent les scientifiques. Ouais, il y a du CO2 dans l'atmosphère de façon naturelle. C'est pas parce qu'on en met quelques parties par million en plus que ça va changer le climat. Un petit effet ne peut produire que des petites causes. Vous avez déjà entendu ça. On prédit le climat sur un siècle, mais on ne prédit pas la météo de là de 15 jours. C'est quoi ça? D'accord? Donc ce populisme-là, l'invocation du bon sens pour critiquer ce que disent les physiciens au motif que ce qu'ils disent est absurde, ou contredit par l'observation, me semble un mouvement qu'il faut combattre. Tout à l'heure, vous mélangez philosophie et sciences. J'avais une petite question. Non, c'est pas que je les mélangeais, c'est qu'elles n'ont jamais été séparées. Oui, c'est bien pour ça, justement. Ouais. Et j'ai un petit physicien le mois dernier qui m'a préconisé de lire le livre Synchronicité, avec Pauli, l'histoire de Pauli, en fait. Ah oui. La correspondance entre Pauli et Jung, oui. C'est ça. Et effectivement, il disait que c'était assez souvent le cas quand un savant bute sur quelque chose. De manière, je ne sais pas comment dire, métaphysique, il en rêve, il fait des choses un peu extraordinaires pour sa nuit, et quand il se réveille, il met en application ou il essaye de voir si ça tient la route. Ça vous est arrivé un peu? Non, moi j'ai pas d'idée, moi, mais non, mais Paoli, c'est intéressant parce que dans son comportement de la journée, on pourrait dire, il était rationaliste. Il cassait tout le monde, il était même assez désagréable. Il recevait ses thésards notamment Weisskopf, qui arrive un jour avec un calcul, et Paoli voit qu'il y a une erreur de calcul. Weisskopf en déduit qu'il n'est pas fait pour la physique, il doit faire du droit, il doit quitter la science. Et Paoli lui répond, mais non, un seul physicien n'a jamais fait d'erreur, moi. Il était un peu arrogant comme ça. Mais en fait, il était double, parce qu'il avait une vie psychique complètement intense. Et en effet, en 1930, il a commencé une psychanalyse avec Jung, Carl Gustav Jung, qui habitait à Zurich comme lui. Donc ils se sont vus, ils ont ensuite échangé des lettres, plus de 1000 je crois. Ça s'est interrompu en 1958 à la mort de Paoli, et Jung a interprété 400 des rêves de Paoli. Et il a été mis en contact avec Jung sur ordre de son père, parce qu'il venait de se marier avec une danseuse. Et assez rapidement, elle l'a quitté pour un chimiste. Ce qui, pour un physicien théoricien, est quand même le truc qui peut briller. Donc il a écrit une lettre à Jung en disant « Ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose, mais un chimiste, que faire ?» C'est un grand chimiste d'ailleurs, qui s'appelait Goldfinger. Et là, il a commencé à... Mais il a complètement déliré et est devenu alcoolique, etc. Et c'est là qu'il a eu l'idée du neutrino, comme solution du problème de la radioactivité bêta. Et avant, il avait résolu la question du spin, il avait inventé le spin, le 4e nombre quantique. Et dans cette correspondance qui est passionnante, il explique qu'il est fasciné par la gematria et le passage de 3 à 4. Du nombre 3 au nombre 4. Et puis, il a été un peu numérologue sur les bords, puisque, comme vous le savez, quand on prend la constante de structure fine, alpha, qui est le carré de la charge de l'électron divisé par la constante de Planck, divisé par c, la vitesse de la lumière, on trouve l'inverse d'un nombre entier, 1 sur 137. Et beaucoup de physiciens ont déliré là-dessus. Pourquoi c'est un nombre entier? Pourquoi c'est 137? Il y a eu chez Eddington et beaucoup d'autres à cette époque-là des tentatives de compréhension de la mécanique quantique en expliquant d'où vient ce nombre. Pourquoi c'est un nombre entier? Bon, en fait, on sait que ce n'est pas un nombre entier. Il y a virgule, 002, etc. Mais Paoli, vous verrez, il y a plusieurs lettres là-dessus, et il pète vraiment un câble en pensant que la résolution de ce problème permettrait de résoudre les questions qui lient la psyché et le monde physique.
Et quand il a été victime, il s'est évanoui en donnant un cours à Zurich. En fait, il avait un cancer du pancréas. Il a été emmené aux urgences à l'hôpital. Et on l'a mis sans savoir tout ce qui lui était arrivé, on l'a mis dans la chambre 137. Donc il est mort en délirant sur le 137. Comment vous faites pour avoir vos sources, les histoires, les informations que vous nous racontez? Comment vous faites pour accéder à ces informations? C'est assez classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Moi, j'ai pas d'idées, hein, donc je l'ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est comment les gens ont eu des idées. Et pour ça, il faut les lire. Mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel les idées apparaissent. Voilà. Donc, pour la physique quantique, par exemple, moi, j'ai pas mal lu de textes des années 20, 30, etc. Les textes des physiciens eux-mêmes. Et j'essaie de comprendre ce qui fait le génie de ces gens. C'est des gens géniaux. De vous imprégner. Voilà. Et c'est toujours un exercice passionnant parce qu'il y a deux écueils. Si vous voulez. Le premier écueil, c'est de dire c'est une affaire de génie. Donc il y a des génies, voilà, qui arrivent comme ça. Et c'est leur intelligence qui est la cause de leurs idées, toute seule, indépendamment du contexte. Alors ça, c'est souvent la façon de raconter. Hein. On fait comme si Galilée fait ses trucs, c'est repris par Newton, un peu plus tard Einstein s'en mêle, puis voilà. Mais il y a aussi le contexte qui joue. Alors si vous êtes un sociologue des sciences radicales, vous allez dire, il n'y a que le contexte qui joue. Les idées flottent dans l'air, et elles sont prises par un tel ou un tel, mais en fait, le rôle de ce monsieur est secondaire, c'est le fait qu'elles sont dans l'air qui fait qu'elles finissent par être discutées et s'installent dans le champ de la science. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'il y a des gens particuliers qui, si on les remplace par d'autres, ne vont pas donner les mêmes effets. Par exemple, Einstein, en 1905, il travaille au bureau des brevets, à Berne. Il n'a pas de poste à l'université, il n'a pas de thèse, complètement inconnu. Simplement, il est payé pour regarder les brevets, les dépôts de brevets électromagnétiques déposés par les ingénieurs suisses et allemands pour synchroniser les horloges à distance. Les gens prennent le train, l'Allemagne s'est unifiée. On veut unifier l'heure à distance. On veut que le même pays ait la même heure partout. Mais comment on fait? Comment on fait pour transporter l'heure? Et évidemment, Einstein, en lisant ses brevets, voit qu'il y a un problème dans l'interprétation de l'électromagnétisme. Et donc le contexte a joué. Mais les 27 personnes qui travaillent avec lui n'ont pas eu la même idée. Donc le contexte ne suffit pas. D'accord? Donc, si vous voulez comprendre d'où viennent les idées, il faut lire l'époque, le contexte, et puis évidemment les auteurs eux-mêmes. Et c'est assez passionnant, hein, parce que l'objectivité de la science, en laquelle je crois, ne vient pas du fait que les scientifiques seraient plus objectifs que les autres. Autrement dit, l'objectivité de la science, elle est construite par un travail d'objectivation venant de la façon dont les scientifiques parlent entre eux, présentent leurs résultats, etc. Mais eux-mêmes ne sont pas spécialement objectifs. Ils se trompent, ils ont des délires, ils ont des idées fausses, ils ont des marottes, ils peuvent avoir des obsessions, des croyances. Et donc, ce n'est pas du tout un exercice de purification de l'imaginaire qui crée la science. C'est plutôt l'imaginaire qui est le porteur. Après, des discussions viennent filtrer ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. Et je pense que cette dimension historique, elle est vraiment importante, mais il faut raconter la vraie histoire, pas la légende. Or moi, à chaque fois que je me suis intéressé à un épisode historique, je me suis rendu compte que la vraie histoire, elle est complètement différente de la légende qu'on m'avait racontée en cours. Par exemple, sur la mécanique quantique, on vous parle du corps noir, la catastrophe ultraviolette. Ben non, ça joue aucun rôle. Aucun rôle. Max Planck, il avait d'autres idées, il voulait montrer que la flèche du temps avait une origine dans l'interaction lumière-matière, etc. Enfin, ça n'a joué aucun rôle dans son truc. Mais on fait comme si un physicien théoricien avait telle idée, un expérimentateur vient vérifier. Puis non, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant. Et je pense que ça devient presque un enjeu politique là aussi. J'ai parlé du populisme scientifique, mais regardez aujourd'hui, on a tous beaucoup de connaissances scientifiques.
Vos élèves, ils en ont plus que, sans doute, toutes les générations passées. Tout le monde sait que l'atome existe. Tout le monde sait que l'univers est en expansion. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Enfin, en tout cas, qu'elle n'est pas plate. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le sait. Mais personne ne sait comment on l'a su. Et si personne ne sait comment on l'a su, ça veut dire que nous traitons nos propres connaissances comme des croyances. Voilà. Personne ne sait dire comment, dans l'histoire des idées, des connaissances ont acquis le statut de connaissance et se sont démarquées des croyances. Le mot croyance n'étant pas un mot spécialement religieux, hein. Tout le monde a des croyances, j'en ai, vous en avez, etc. Mais les connaissances sont différentes statutairement des croyances. Comment ont-elles acquis ce statut dans l'histoire des idées? Ça me paraît être un truc à travailler, parce que sinon, les connaissances paraissent complètement arbitraires. Mes étudiants à Centrale, je les ai surpris un matin, avant de faire cours, ils discutaient entre eux pour se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Et je les ai encouragés. C'est tellement bon de se moquer. Ça fait du bien. Mais je leur ai demandé, au fait, comment on a su qu'elle était ronde? Qui? Quand? Comment? Avec quels arguments? Beaucoup m'ont dit, bah, c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Galilée? Magellan est parti sur une Terre plate? Donc comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? On le sait depuis des millénaires. D'accord? J'allais dire, on le sait depuis presque toujours. Mais comment on l'a su? D'accord? Et le fait qu'on ne sache pas répondre à cette question, pour moi, c'est un drame. Je vous donne un autre exemple. La Terre tourne autour du Soleil. Mais comment on l'a su? C'est quoi les arguments de Copernic? C'est vraiment des arguments? Vous avez lu pour Copernic? Non. Est-ce qu'il le démontre? Non. C'est des trucs esthétiques, théologiques, pas vraiment démontrés. Il ne fait pas beaucoup d'observations nouvelles par rapport aux anciens. En fait, il ne démontre rien. Il dit c'est plus élégant si. D'autre part, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, ben, les gens comprennent que le Soleil c'est le centre. Pas le centre. D'accord? Donc cette phrase est fausse. Ensuite, vous avez la relativité générale, qui vous dit que tous les référentiels sont équivalents. Tous les référentiels sont équivalents. Galilée dit, s'ils sont en mouvement rectiligne uniforme, les référentiels galiléens. Einstein dit non, tous les référentiels, quels qu'ils soient, y compris ceux qui sont accélérés, ils sont équivalents. Donc les lois physiques doivent s'exprimer de la même façon dans tous les référentiels. Ben, si vous prenez comme référentiel la Terre, c'est quand même le Soleil qui tourne autour, non? D'accord? Et donc, il faut... La connaissance scientifique, c'est pas simplement être capable de réciter des énoncés. L'atome existe, la Terre tourne autour du Soleil, la Terre est ronde. C'est savoir comment ces énoncés se sont constitués dans l'histoire et ont convaincu. C'est vraiment la seule façon de lutter contre une forme de relativisme. Le relativisme, c'est très bien, mais c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. D'accord ? Le mauvais, c'est celui qui dit que toutes les connaissances sont relatives, contextuelles, historiques, éphémères. Chacun peut donner son avis, etc. Le bon relativisme, c'est celui qui montre que les idées ne naissent pas de nulle part. Bon, il y a un contexte. Et je trouve que le relativisme aujourd'hui est beaucoup trop souvent utilisé comme argument philosophique de la paresse intellectuelle. Je vous rappelle que depuis presque un siècle, il n'y a pas eu de révolution physique. Hein. Par contre, les données, il y en a. Hein. Mais regardez ce qu'on savait en 1925 quand se met sur pied la physique quantique. Qu'est-ce qu'on sait sur la matière? On connaît le proton, l'électron, à peine le photon. On ne connaît pas les forces nucléaires. On ne connaît pas le neutron. Les gens ils trouvent les bonnes équations. Aujourd'hui, on a les quarks, le boson de Higgs, etc. Et on a les mêmes équations. En tout cas, on a les mêmes principes. Or, une théorie, si elle était si fragile,
Elle ne résisterait pas à toutes ces données. Qu'est-ce qu'Einstein savait sur l'univers en 1915? Rien. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On ne savait pas que l'univers est en expansion. Il ne savait rien. Et aujourd'hui, quand on fait de la cosmologie, on prend les équations d'Einstein. Alors qu'on a découvert les trous noirs, les ondes gravitationnelles, etc. Donc les données n'ont pas changé les équations. Donc dire que ça change tous les 4 matins, c'est faux. Ce qui change tout le temps, c'est les découvertes. Il y a constamment des découvertes. Mais ça ne change pas les théories. Je caricature un peu, parce qu'évidemment, il y a des évolutions. Mais les principes restent les mêmes. C'est ça qu'il faut interroger. Je compte sur vous. Ouais.